Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur le calcul du taux de fusion en utilisant des données du Chenaillier pour agrémenter le cours sur les Alpes. Donc, au stade où nous en étions de notre sortie géologique virtuelle, on avait constaté qu'au Chenaillier, on trouvait l'équivalent d'une croûte océanique avec des métabasaltes, des métagabbros, mais d'une épaisseur qui était quand même relativement faible, ce qui nous avait intrigué. Et donc pour proposer une explication, on va essayer de voir si le taux de fusion est inférieur à ce que l'on observe dans le Pacifique ou dans le Phyolite d'Oman, où on a sous le complexe phylonien encore des gabbros et finalement une croûte de 8 km d'épaisseur, alors que ici on est sur quelques centaines de mètres de croûte seulement. On dispose ici d'analyses chimiques qui ont été faites à partir des données du Chenaillier, donc en particulier l'allerzolite qui est à la base du Chenaillier, qui est sous forme de serpentine, et puis les métabasaltes et les métagabbros dont l'analyse est toujours un petit peu plus fiable que celle des basaltes. Ce qui doit vous surprendre, c'est que la ligne H2O et CO2 ne soit pas proche de 0. Parce que s'il s'agissait de vrais gabbros et d'une vraie lerzolite, il y a très peu de groupements alcool qui donnent naissance à cette eau, parce que je vous rappelle que quand vous avez une ligne H2O dans une analyse chimique d'une roche, à aucun moment vous ne pouvez prétendre qu'il s'agit d'eau liquide dans les pores de la roche, puisque bien évidemment, aucun expérimentateur n'aura fait cette erreur grossière d'oublier de sécher la roche avant de la mettre en poudre et de réaliser son analyse. Donc bien sûr, ce sont des roches totalement sèches qui sont analysées, et donc quand on a ici une ligne H2O, c'est l'oxydation des groupements alcool présents dans les minéraux qui donne cette ligne H2O. Et c'est du carbone sous diverses formes, ça peut éventuellement être un petit peu de matière organique s'il s'agissait de roches sédimentaires, qui va donner la ligne CO2. Ici, si on a beaucoup de groupements alcool, c'est parce qu'en fait il s'agit de serpentine et il s'agit de métagabbros qui ont subi de l'hydrothermalisme, et donc c'est pour ça qu'il y a autant de groupements alcool. Je ferme la parenthèse. On vous demande de faire un calcul de taux de fusion. Vous disposez d'un grand nombre d'atomes. Il faut que vous justifiez votre choix, parce que le résultat du taux de fusion dépendra du type d'atome que vous avez choisi. Si on vous laisse le choix, il faut impérativement choisir le potassium, parce que le potassium a un coefficient de partage qui fait qu'il va se répartir entre la phase liquide et la phase solide simplement en proportion de la phase solide et de la phase liquide. Il n'a pas de préférence d'affinité pour une des deux phases. Et donc sa répartition est celle qui va dépendre directement du taux de fusion. Alors que si vous prenez un autre atome, comme les coefficients de partage sont différents, eh bien il peut migrer préférentiellement dans la phase liquide ou migrer préférentiellement dans la phase solide. Or, vous ne tenez pas compte de ce coefficient de partage dans le calcul simplifié qui est au programme, et donc vous allez forcément commettre une erreur. Donc la meilleure approximation quand on n'introduit pas les coefficients de partage dans les équations, c'est de prendre le potassium. On nous demande d'admettre que la péridotite mère, donc qui n'existe plus puisqu'elle a fondu, contenait au démarrage 1% de potassium, et on nous demande d'utiliser comme roche pour notre calcul les roches à clinopyroxène possédant 0,35% de potassium pour faire notre calcul. Mettez la vidéo en pause et faites le calcul. Donc pour faire ce calcul, il faut déjà réfléchir à ce qui se passe. Donc nous avons une roche-mère qui donne un liquide qui bien sûr en refroidissant va donner, s'il refroidit rapidement, des basaltes, s'il refroidit lentement, des gabbros, et un élément résiduel qui est ici une péridotite. Donc ne considérez pas systématiquement que la lerzolite soit la roche-mère. Vous allez peut-être faire beaucoup d'exercices dans lesquels on prend une lerzolite comme roche-mère et l'arsburgite comme roche résiduelle. C'est un exercice fait pour une dorsale rapide. Ici, nous sommes sur une dorsale lente, donc nous avons des péridotites riches, donc nous avons deux lerzolites, une lerzolite riche qui est la péridotite mère et une lerzolite appauvrie qui est la roche résiduelle. Nous devons écrire l'équation de conservation de la matière. Donc on va considérer que
un volume de roche-mère contenant une certaine concentration va donner des atomes qui vont se répartir dans la phase liquide et dans la phase solide, et en proportion de la quantité de phase liquide et de la quantité de phase solide. Et c'est pour ça que le taux de fusion intervient, puisque c'est la quantité de magma dépend du taux de fusion et de la concentration en magma que l'on va trouver à l'intérieur de cette structure. Et puis pareil, la quantité d'atomes que l'on va trouver dans la roche résiduelle dépend de la concentration, mais aussi de la quantité de roche résiduelle que l'on va avoir, qui est bien sûr l'opposé 1 moins le taux de fusion. Cette équation nous permet bien sûr d'extraire le taux de fusion. Et nous possédons du coup tous les éléments. On a la concentration dans la roche-mère, dans la roche résiduelle qui est la lherzolite du chenaillé, qui est en fait une serpentine, le métagabbro du chenaillé, et donc nous pouvons faire ce calcul et l'application numérique nous amène à 3,6%. Alors souvent vous êtes très satisfait d'avoir réussi votre calcul, vous vous arrêtez là, mais ça c'est la moitié du chemin, c'est la partie calculatoire, on va dire physique. Maintenant il faut faire de la géologie, c'est-à-dire que vous dit ce chiffre de 3,6%. Et là il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Si je veux une dorsale rapide de type Pacifique, je veux un taux de fusion aux alentours de 30%. Il est clair que je ne l'ai pas, j'ai même pas les valeurs de la dorsale Atlantique, qui est entre 5 et 10%. Ici, j'ai encore une valeur qui est en dessous. Donc, il est clair que mon calcul m'amène vers une dorsale lente, voire très lente. Je dois aussi faire de la géologie en ayant un recul critique par rapport au calcul que l'on m'a demandé. Si j'écris l'équation de la conservation de la matière, il va de soi que je suppose que la matière est conservée. C'est-à-dire que j'ai toujours en permanence fonctionner dans un système fermé dans lequel tous les atomes de la roche-mère sont restés dans le liquide ou dans la roche résiduelle. Alors au moment de la fusion, c'est une hypothèse que nous pouvons faire de façon tout à fait raisonnable. Mais ici, on a vu que le chenaillé avait subi un hydrothermalisme. Et un hydrothermalisme, ça veut dire que c'est un système ouvert, il y a de l'eau qui passe, qui a transformé le gabbro en métagabbro, qui a transformé la lherzolite en serpentinite en emmenant certains atomes. Alors vous savez que ça concerne surtout le magnésium, mais on ne peut pas exclure qu'une partie du potassium ait pu être emportée. Et donc ça c'est la limite de notre calcul. On fait comme si le potassium n'était jamais emporté par ce système d'hydrothermalisme. Or, bien sûr, c'est une approximation qui ne peut être complètement exacte. Donc, il est probable que nous avons sous-estimé la valeur de fusion partielle. Il faudrait la faire remonter un peu, mais on sait que le potassium n'est pas tellement mobilisé par l'hydrothermalisme, donc on peut rester sur cette hypothèse de dorsale lente, mais pas prendre pour certain la valeur de 3,6% que nous avons calculée. Un autre élément que nous avons vu qui était en faveur d'une dorsale lente et qui est tout à fait cohérent avec ceci, ce sont les ophicalcites. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les ophicalcites, eh bien allez-y, parce que les ophicalcites nous amènent exactement à la même conclusion, mais cette fois-ci avec un argument pétrologique pour dire que forcément il s'agit d'un océan de dorsale lente dans lequel le manteau affleure tellement le magmatisme est faible. Et je vous rappelle que ces ophicalcites sont des dalles de revêtement que l'on trouve un peu partout dans toutes les grandes villes. Donc ouvrez l'œil, il est probable que vous en avez déjà croisé sans le savoir et que vous en croiserez encore au détour de vos voyages.